Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, la conférence portera sur un projet que je suis en train de mener, en fait, un livre que j'essaye d'écrire, où j'envisage une approche un petit peu différente de ce qui se fait en histoire de la philosophie analytique. Un projet donc pas de changement de méthode, mais de changement de perspective sur l'histoire de la philosophie analytique. Et donc, je vais vous parler de ça. Et ce que je ferai aussi, c'est, une fois que j'aurai exposé ce changement de perspective, de vous montrer sur un exemple, un cas particulier, en quoi il consiste. Donc, il y aura deux temps. D'abord, en gros, un truc un peu général sur l'histoire de la philosophie analytique et la proposition, et ensuite un cas particulier où j'essaye d'implémenter cette proposition, et ce cas particulier, ça sera le cas de la réception chinoise de Russell avec Feng Yulan. Voilà. Donc, je n'arrive pas à changer. Ah oui, c'est bon, j'appuie là, d'accord. Donc, juste, je commence par présenter donc le projet. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a en gros deux façons d'interroger le rapport de la philosophie analytique et l'histoire de la philosophie. Vous avez, ce qui a été développé ces dernières années, mais depuis assez longtemps, en fait, une historiographie analytique, c'est-à-dire vous avez une théorie de l'histoire de la philosophie qui prend ses racines dans la philosophie analytique. Deux références là-dessus, le livre de Panaccio de 2019, et puis je vous ai mis un article plus récent de Michael Bini. Bon, je vous parle de ça parce que justement, moi, je ne fais pas ça. D'accord ? C'est-à-dire que mon propos n'est pas ici de voir comment, en philosophie analytique, on peut envisager la nature, les problèmes que pose l'histoire de la philosophie. Moi, ce sur quoi mon intérêt me porte, c'est sur le deuxième manière d'interroger le rapport de la philosophie analytique et l'histoire de la philosophie, c'est justement d'essayer de s'intéresser à l'histoire de la philosophie analytique. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Moi, là, ce que je travaille, c'est l'histoire de cette tradition, la philosophie analytique, et non pas ce que les philosophes analytiques ont à nous dire sur l'histoire de la philosophie. Alors, en gros, lorsqu'on se penche sur l'histoire de la philosophie analytique, à mon avis, on peut distinguer deux paradigmes dans la littérature. Vous avez une approche que j'appelle mainstream et qui est tubulaire, et une approche qui est hétérodoxe. Les hétérodoxes sont les amis souvent de la pluralité. Et donc là, une approche hétérodoxe qui est pluraliste, mais quant aux sources. Je vais expliquer un petit peu d'abord ce que j'entends par l'approche mainstream tubulaire. En gros, dans l'approche normale de la philosophie analytique, la plus classique, on nous dit la philosophie analytique, ça consiste en quoi ? Ça consiste en trois étapes qui se succèdent dans le temps. D'abord, une étape de naissance au début du 19e avec Frege, Russell, Wittgenstein. Ensuite, une étape de floraison, si vous voulez, ou de jeunesse, le cercle de Vienne. Donc là, on migre un petit peu, on va dans des terres germanophones. Et puis, avec l'arrivée des nazis au pouvoir et l'Anschluss, eh bien, beaucoup de ces philosophes-là partent aux États-Unis, avec d'ailleurs des philosophes qui ne sont pas du cercle de Vienne. Hein. Il y a une émigration des phénoménologues, même d'élèves de Heidegger aux États-Unis. Et ce qui se passe, ce qui est un peu énigmatique, c'est qu'à l'orée de la Seconde Guerre mondiale et dans les années 50, eh ben, les philosophes du cercle de Vienne investissent à peu près tous les départements de philosophie aux États-Unis, et le même phénomène se produit en Angleterre. Donc, un phénomène de conquête où les philosophes d'autres obédiences sont d'une certaine façon
un petit peu chassé. Alors, voilà, dans l'approche mainstream, on a ces trois étapes qui se succèdent dans le temps. Dans l'approche hétérodoxe, ben, on a bien ces trois étapes, mais ce qu'on nous dit, c'est que ce schéma est un peu plus compliqué en fait, que par exemple, le cercle de Vienne ne provient pas uniquement de Frege, de Russell et de Wittgenstein, mais il provient d'autres sources. Une source brentanienne, une source bolzanienne et d'autres sources aussi possibles, hein, pragmatiques, même l'idéalisme anglais, etc., etc. Et ce qu'on nous dit aussi dans l'approche hétérodoxe, c'est que la philosophie analytique koanienne et post-koanienne, elle provient aussi d'autres sources. Elle ne provient pas que du cercle de Vienne, elle ne provient pas que de Russell, Frege et Wittgenstein. D'accord, hein, vous avez par exemple Chichholm, qui a été très influencé par des auteurs de la tradition brentaniste, etc. Alors, donc deux références hein, que vous pouvez consulter. Alors, sur ces deux courants qu'on a dans l'histoire de la philosophie analytique, je pense qu'il y a vraiment une distinction nette entre les deux courants. L'approche mainstream met parfois l'accent sur des sources alternatives. Alors, par exemple, c'est le cas de Friedman, Michael Friedman, qui montre que Carnap a été au moins autant impacté par Russell que par les néo-kantiens. Mais si vous voulez, je le classe dans l'approche mainstream parce que cette influence néo-kantienne, elle est là pour montrer comment la logique de Frege et de Russell change de sens avec un contexte néo-kantien. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans une ligne où, d'une certaine façon, il y a le cercle de Vienne est bien un travail à partir de l'émergence de la logique qu'on trouve chez Frege et Russell. Il y a bien, à mon avis, une différence assez nette entre ces deux approches. Et par contre, un point qui les unit, c'est que ces deux approches sont téléologiques, au sens où elles partent toutes les deux du présent et remontent dans le passé pour comprendre comment ce présent s'est constitué. C'est-à-dire que les deux lignes prétendent que l'histoire, d'une certaine façon, l'histoire de la philosophie doit servir à comprendre notre présent. Et que donc, elle ne doit pas être simplement anecdotique et que donc, il faut partir du présent pour essayer de l'expliquer et c'est pour ça qu'on fait l'histoire. Alors, moi, ce que je propose, et je pense que ça n'a pas été trop fait, c'est d'inverser la proposition des hétérodoxes, c'est-à-dire de m'intéresser à la pluralité des réceptions. Donc, les flèches, elles ne viennent pas de gauche, d'accord? Là, elles partent de la gauche pour s'ouvrir vers la droite, dans ce schéma. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est les réceptions non mainstream de Frege, de Russell, de Wittgenstein et les réceptions non mainstream du cercle de Vienne. Alors, en fait, je travaille pour limiter un petit peu mon champ qui est énorme. Je travaille surtout sur les réceptions de Russell et de Wittgenstein. Frege n'en a pas eu beaucoup avant le cercle de Vienne, en fait. Alors, quelles réceptions? Des réceptions qui ne sont pas très, très connues. Alors, dans mon ouvrage, dans mon livre, dans mes articles, là, j'en ai sélectionné 4. Une réception américaine, alors attention, pas américaine post-Seconde Guerre mondiale, hein, américaine post-Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, l'Amérique est quand même assez marginale à l'époque, et je m'intéresse à des philosophes comme C.I. Lewis, Norbert Wiener, c'est le mathématicien, d'accord, qui a été élève de Russell au début, puis des gens comme Schaeffer, par exemple. Je m'intéresse à la lecture que fait Jean Nicot en France de Russell. Je m'intéresse aussi à la lecture que Chwistek fait de Russell en Pologne. Et puis, le cas sur lequel je viendrai, la lecture que fait Feng Yulan de Russell et de Wittgenstein. Alors, on pourrait tout à fait me dire, c'est intéressant, si personne ne l'a fait, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Mais en même temps, il y a une objection
dirimente vis-à-vis de cette approche. C'est que, si vous voulez, ces branches que j'examine sont des branches, en fait, qui sont mortes, au sens où elles ne vont pas, c'est des impasses. Jean Nicot, il est mort très vite. Norbert Wiener, il a fait des maths. Feng Yulen, il est chinois. Et Léon Hrovitzek, il s'est un peu, bon, c'est compliqué, mais il n'a pas été repris par les Polonais. Il n'y a qu'une succession qui a été très importante pour notre présence, c'est Carnap. C'est le cercle de Vienne. Donc pourquoi, en gros, étudier des réceptions périphériques qui n'ont aucune importance aujourd'hui? D'accord? Quel intérêt à cette exhumation si l'histoire ne vaut que parce qu'elle permet d'éclairer le présent, ce à quoi je souscris aussi. Alors, pour essayer de lever ce problème, je vais faire un détour par ce qui s'est passé au XVIIIe, par l'historiographie des Lumières. Il y a une trentaine d'années, dans cette historiographie, une histoire des réceptions. Donc, je caricature, hein, je vais très vite parce que de toute façon, je n'ai pas le temps. Une histoire des réceptions s'est substituée, peut-on dire, à une histoire des doctrines. C'est-à-dire que dans les années 80-90, les philosophes ou les historiens de la philosophie, ou les historiens de la pensée, s'intéressaient à ce qu'avait dit Rousseau, ce qu'avait dit Montesquieu, ce qu'avait dit Voltaire, ce qu'avait dit Diderot, etc., et Jung. Mais maintenant, on ne fait plus ça. On s'intéresse plutôt à décrire comment l'universalisme rationaliste des Lumières s'est déployé dans différentes aires géographiques et surtout comment il s'est reconfiguré en se déployant. D'accord? Alors, deux références. La première, c'est Pocock, qui joue un rôle extrêmement central dans ce tournant historiographique. Donc, Pocock a écrit plusieurs volumes sur Gibbon. Gibbon, qui est un auteur anglais, qui était jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que Pocock intervienne, assez difficile à classer, puisqu'il a fait la chute et le déclin de l'Empire romain, mais qui est finalement une histoire de l'Église, et qui en même temps a d'énormes affinités avec les rationalistes des Lumières. Donc on ne comprend pas trop, a priori, pourquoi un Anglais qui dit qu'il souscrit à une partie de l'héritage des Lumières fait une histoire de l'Église. Et ce que montre justement Pocock, c'est qu'en travaillant Gibbon, ce qu'on arrive à faire, c'est à montrer comment, en fait, des questions qui étaient au départ des questions des Lumières se sont hybridées avec des questions qui proviennent de la théologie anglicane au XVIIe puis au XVIIIe siècle. Et Gibbon est le lieu de cette rencontre. D'accord? Donc, au lieu d'avoir un auteur dont on dit qu'il est inclassable, c'est un génie, mais il est inclassable, eh bien, d'une certaine façon, on le considère comme le témoin d'un contexte qui est à recréer. D'accord? Autre exemple de cette... Donc, vous voyez, avant, il y avait les doctrines puis des aires culturelles. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est comment, d'une certaine façon, en se déployant sur ces aires culturelles, les doctrines ont complètement évolué. Autre exemple, il y a eu une réception coloniale et décoloniale des Lumières. Et c'est pour ça aussi que cette perspective des réceptions a eu une énorme ampleur. C'est parce que les Lumières ont joué un rôle à la fois dans la colonisation, comme justification de la colonisation, et un rôle dans la décolonisation, comme justification des entreprises de libération. D'accord? Donc là, il y a une littérature immense, mais ça fait partie de cette modification. Moi, je peux vous indiquer, par exemple, une référence à Chakrabarty sur Provincialiser l'Europe, où il y a, donc c'est un recueil d'articles, où il y a pas mal d'articles sur la réception des Lumières en Inde, enfin, au Bengale. Donc voilà ce qui s'est passé. Bon, ça n'a rien à voir avec la philosophie analytique, mais en tout cas, ça a eu un apport pour notre présent. D'accord?
ce mouvement, cette modification de perspective a permis d'avancer sur le plan, à mon avis, de l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a montré, ce changement de perspective? C'est qu'il faut pluraliser les lumières. Il n'y a pas qu'un type de lumière, il y en a en fait plusieurs. Il y a des lumières italiennes, il y a des lumières anglaises, il y a des lumières hollandaises, il y a des lumières juives, il y a même des lumières catholiques, etc. etc. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a réussi à accroître la compréhension des dynamiques complexes entre des pensées qui, jusqu'à présent, étaient assez insularisées. D'accord? La trajectoire de la théologie anglicane n'avait pas grand-chose à voir avec le développement du rationalisme en France, avant Pocock. Le deuxième apport que ça a eu lieu, que ça a permis, c'est de décloisonner l'histoire de la philosophie du XVIIIe. C'est-à-dire que, en fait, Pocock n'est pas un historien de la philosophie, c'est un historien des idées. D'accord? Et dans ce truc d'histoire des idées, on met beaucoup de choses qui sont généralement un petit peu prises avec condescendance par les historiens de la philosophie, mais on met surtout des gens qui sont spécialistes des aires culturelles, de certaines aires culturelles, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans des départements de langue sur telle ou telle aire culturelle, comme l'Angleterre, comme la Russie, comme la Chine, etc. etc. Et cette ouverture a obligé d'une certaine façon les historiens de la philo et les historiens et les spécialistes de ces aires culturelles à collaborer. Troisième, donc, apport dans l'interdisciplinarité. Troisième apport, un apport philosophique, c'est que ça a permis d'internaliser la question de l'universalisme. Qu'est-ce que j'entends par là? Au lieu de poser la question, est-ce que les valeurs mises en avant par le rationalisme français, de tolérance, de liberté d'expression, etc., sont universelles, ou est-ce qu'elles sont relatives à une culture? Au lieu de poser cette question-là, en fait, les gens qui travaillent sur les réceptions posent une autre question. Ils posent la question comment les acteurs eux-mêmes, qui travaillaient en Italie, qui travaillaient en Angleterre, qui travaillaient en Chine, ont pris en charge de leur lieu d'origine l'implémentation de la visée universaliste originelle. Comment ils ont reçu et éventuellement transformé cet universalisme. C'est ça que j'appelle internaliser la question de l'universalisme. Pour moi, c'est intéressant, c'est une sorte de progrès, mais on peut en discuter, ça c'est ouvert. Je ne sais pas si c'est un progrès. Alors, Russell et le cercle de Vienne, alors là, bon, c'est un peu coupé, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a une référence aux Lumières. Le cercle de Vienne, il y a une référence explicite aux Lumières. D'accord? Russell fait référence aussi au rationalisme. Et donc, Russell et le cercle de Vienne se présentent comme un rationalisme universaliste. L'idée, la pointe de cela, ce que moi je retiens de cet universalisme rationaliste, c'est l'idée qu'on peut utiliser la logique, la nouvelle logique de Frege et de Russell en métaphysique. On peut développer des méthodes d'analyse logique pour régler des problèmes métaphysiques. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour Russell, c'est très important dans le cercle de Vienne. Donc, vous voyez, la dernière page de On Knowledge of External World, c'est vraiment la dernière page. Eh bien, Russell en appelle à la création d'une école d'individus avec une éducation scientifique, une éducation logique et des intérêts philosophiques. Donc, il y a un appel à développer ça. Et moi, les questions que je me pose, c'est comment les Américains, à l'époque, les Français, les Polonais, les Chinois ont répondu à cet appel. Quel genre d'interaction entre les méthodes logiques, prétendument universelles, et les métaphysiques, qui sont variables localement dans la forme et le contenu, y a-t-il eu dans ces différents contextes? Donc, voilà, je reviens avec ma question initiale. Ce que je disais, bon, ben, c'est bien beau de s'intéresser à ces branches, ces réceptions périphériques, mais est-ce des branches mortes? Donc, la question qui est posée, c'est ces apports du tournant historiographique dans l'étude des Lumières sont-ils transposables à l'étude des réceptions de la philosophie analytique?
Est-ce qu'on peut pluraliser la philosophie analytique comme on a pluralisé les Lumières? Est-ce qu'on peut décloisonner l'histoire de la philosophie contemporaine comme on a décloisonné la philosophie du XVIIIe? Est-ce qu'on peut internaliser la question de l'universalisme? Donc, bien sûr qu'il y a d'énormes différences entre Russell et le Cercle de Vienne et le XVIIIe. Par exemple, une énorme différence, c'est que dans le second cas, il n'y a aucun intérêt véritablement pour déclarer qu'il y a des valeurs morales qui sont universelles. Il y a quand même des ressemblances. Il y a quand même l'idée que, par exemple, la logique est universelle. Les méthodes logiques peuvent être universellement applicables à toute forme de métaphysique. Elles les supplantent. C'est là le lien. Eh bien, plutôt que d'essayer de vous convaincre que oui, parce que je suis convaincu que oui, de manière générale, ben, je vais passer à ma deuxième partie et je vais prendre une étude de cas. D'accord? Et je vais parler de Feng Yulan, que vous voyez en photo ici. Donc, Feng Yulan, qui est né en 1895 et qui est mort, décédé en 1990, donc il est mort très vieux, qui a une grande carrière. Moi, je m'intéressais à son œuvre pendant la Chine républicaine, c'est-à-dire pendant la période qui suit la chute de l'Empire en 1912 et qui précède je bouge beaucoup, et qui précède la prise de pouvoir par Mao en 1949. Donc bon, comme j'imagine que, alors, c'est vraiment une esquisse, et une esquisse à destination de gens qui ne connaissent pas bien ce contexte chinois, qui est, je suppose, pas très bien connu, enfin, qui n'était pas du tout de moi au départ. Donc voilà, je ne m'adresse pas à des sinologues, si vous voulez. Donc, quelques mots du contexte, d'abord général. Donc, la Chine vit, à partir de 1912, une période de rupture politique, culturelle et intellectuelle très, très, très grande, très, très importante. L'Empire est fini en 1912, je crois que c'est le 1er janvier 1912, et donc la République de Chine est déclarée. Il faut bien s'imaginer ce que ça veut dire. Hein. C'est un empire alors, qui n'est pas continu, mais dont les structures sont quand même assez continues, qui a commencé à l'époque où les stoïciens écrivaient. Donc imaginez, c'est comme si la République française était là du temps des stoïciens. C'est majeur comme événement, hein, comme rupture politique. À la suite de l'Empire, la situation est très, très troublée. D'accord, hein, le gouvernement chinois, bon, je passe les détails, mais ne contrôle pas du tout l'ensemble de son territoire. La Chine est sous domination des puissances occidentales. Et puis, à partir de 1935, il y a la guerre avec le Japon. D'accord, et l'invasion de la Chine par le Japon. Donc, rupture politique, mais rupture aussi culturelle et intellectuelle avec le mouvement du 4 mai 1919, qui est un mouvement, c'est des protestations, des manifestations étudiantes qui ont eu une importance très, très importante, enfin très grande dans tout le développement de la philosophie et du mouvement intellectuel chinois ensuite. Et si vous voulez, j'en dirai très peu, mais ce qui est vraiment mis en cause dans le mouvement du 4 mai 1919, entre autres, c'est la place qu'a joué le confucianisme en Chine, sous l'Empire, pendant 2 millénaires. Il faut savoir que, oui, enfin bon, peu importe, c'est une sorte de philosophie officielle. Je reviendrai là-dessus. D'accord ? Et le confucianisme est rendu par les gens qui vont s'inspirer de ce mouvement-là, est rendu responsable de l'état de suggestion qu'est la Chine. Donc, pour défendre la Chine, il faut abattre le confucianisme, d'une certaine manière. Donc, rupture politique, culturelle et intellectuelle, et aussi académisation de la philosophie. Donc, qu'est-ce que j'entends par académisation de la philosophie ? La philosophie en Chine, déjà, il y a un nouveau mot, il y a plein de questions qui se posent, mais si vous voulez, jusqu'en 1905, ce qui est très important, c'est que c'est la fin du mandarin en 1905. Jusqu'en 1905, les charges électives de l'Empire chinois étaient liées à la réussite d'un examen. Donc, il y avait pas, et ça date depuis au moins
enfin, ça date depuis très longtemps, mais les concours mandarinaux se sont institutionnalisés dès le VIe siècle, après Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment une institution très importante, très stable. Et dans ces concours, ce qui était très important, c'était le confucianisme, les classiques confucéens, qui constituaient la matière première de ces examens. Donc, c'est pour ça que c'est une philosophie officielle, si vous voulez. Et donc, il y a la fin du mandarinat, il y a la fin donc, des institutions qui permettaient de préparer à ces concours, et la création de l'université moderne, c'est ça qu'on appelle académisation, et la création des départements de philosophie. Donc, vous voyez, l'idée qu'il y a des professeurs de philosophie qui ont besoin de manuels, de livres de philosophie, c'est une idée tout à fait nouvelle à l'époque. Ça ne va pas du tout de soi. Alors, de manière très brutale, très caricaturale, je vais opposer deux types de mouvements, deux types de courants dans la philosophie chinoise, dans la vie intellectuelle chinoise des années 20-30. Il y a un mouvement antitraditionnaliste, d'accord, qui est dans le sillage du mouvement du 4 mai. L'idée, c'est que la Chine doit se moderniser et s'occidentaliser, et donc rompre avec la tradition au moins confucéenne. Et le porte-parole de ce mouvement va dire, ça va être Wuxi pour nous. D'accord ? Quand je parlerai de Wuxi, je parle des antitraditionnalistes, des occidentaux, partisans d'une ouverture et d'une occidentalisation de la Chine. Mais il y a un contre-courant qui est traditionnaliste, où l'idée, c'est que la culture chinoise, et notamment le confucianisme, est porteur d'un idéal universel. Par exemple, il tempérerait l'égoïsme occidental. Donc, vous avez, dans le premier courant, la modernité, elle est occidentale. Si la Chine veut devenir moderne, il faut qu'elle s'occidentalise. Dans le deuxième courant, ce n'est pas le cas. Il y a une modernité chinoise. Il y a une voie chinoise qui peut être choisie. D'accord ? Et le représentant de ce courant, c'est Liang Shiming. Fang a eu les deux professeurs à l'université de Pékin. Il est en contact avec les deux personnages. Et enfin, en fait, ce que je vais essayer de présenter, c'est que Fang est dans un inconfortable entre-deux. Alors, ce long passage, je vais le sauter. C'est juste Fang qui dit, à la fin de sa vie, en gros, ma carrière, on peut la diviser en 4 périodes. Donc, au début, donc Fang a été aux États-Unis, il a fait sa thèse en 1922, sous la direction de Dewey, à Columbia. Il est très en lien avec les nouveaux réalistes. C'est un courant un peu bizarre, mais en gros, qui est très proche de Russell, enfin, du Russell réaliste et de Moore réaliste, donc des gens comme Pepperell, Montagu. Et bon, de 1919-1926, il fait ses armes, on va dire. Fang, je ne vais pas parler de cette période. Après 1949, Fang choisit de rester en Chine communiste. Ça lui sera d'ailleurs pas mal reproché. Et je ne vais pas parler non plus de cette seconde période où Fang a été très productif aussi. Il a continué à énormément travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces deux périodes-là, intermédiaires. En 1926-36, Fang écrit 2 volumes, donc 1200 pages, Histoire de la philosophie chinoise. Alors, Fang, en fait, il est connu pour ça. Pourquoi ? Parce que ces histoires de la philosophie chinoise faites par des Chinois, ce n'est pas les premières, il y en a eu d'autres avant, mais elles datent tous du début du XXe, enfin, de ce moment-là, quoi. Mais Fang va faire traduire ces histoires en anglais, et les traductions anglaises de cette histoire de la philosophie chinoise vont avoir un rôle très important dans la popularisation de la philosophie chinoise en Occident. D'accord ? Et elles vont avoir beaucoup de succès aussi en Chine. Et puis, donc là, il se positionne comme historien, on y reviendra. Dans une troisième période, de 1936 à 1949, il se positionne en philosophe. Il écrit ce qu'il appelle la suite du renouveau, c'est 6 livres, 6 traités. Et voilà. Donc, juste
ce qui m'intéresse, c'est le mouvement entre les deux parties. Vous en faites pas, là, c'est juste les contextes. Je vais revenir à Russell, vous en faites pas, et Wittgenstein. Mais c'est le mouvement entre ces deux parties. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je parte un peu d'abord de l'histoire de la philosophie chinoise. Donc, je rappelle, il y a une opposition traditionnaliste et antitraditionnaliste, il faut que vous la gardiez en tête. Et ce qu'on peut dire, c'est que Fang est ce qu'il appelle lui-même rationaliste. C'est-à-dire, Fang, comme Wuxi et les modernistes de l'époque, affirment que la logique et la systématicité est l'essence de la philosophie. D'accord ? Et Fang utilise dans son histoire de la philosophie chinoise ce qu'il nomme la méthode analytique pour restituer les philosophies du passé chinois. Je vous explique un petit peu le projet. L'idée de tous ces gens, de Fang comme Wuxi et d'autres personnes dont je ne parle pas, c'est que les auteurs chinois ne sont pas des philosophes professionnels, les auteurs du passé chinois. Maintenant, eux, ils le sont. Il faut qu'ils le soient. D'accord ? Il y a l'université. Mais les auteurs chinois, ce n'étaient pas des philosophes professionnels, c'était des gens qui devaient administrer, en fait, aussi, le royaume. Et donc, la forme de leur écrit ne reflète pas véritablement le contenu rationnel de leur pensée. Notamment, l'idée, c'est que l'écriture chinoise suggère, ils sont dans la suggestion, dans la brièveté des écrits, et non pas dans l'explication rationnelle, l'explication déductive, etc. Et donc, l'idée, c'est que pour essayer de ressaisir le contenu rationnel de ces textes, il y a un travail à faire, qui est rendu possible, en fait, par la rencontre avec la logique et l'Occident. Ce travail de réécriture vise à exprimer, à partir des traces que les textes contiennent, eh bien, le système sous-jacent qui supportait ces traces. D'accord ? Donc, ce qui est assez drôle, parce que pour nous, c'est vraiment un contre-emploi, c'est qu'un des effets de la découverte, enfin de la redécouverte, de la découverte de la philosophie occidentale, que beaucoup voient aussi comme une découverte de la logique. Je passe vite, je pourrais en dire, mais je passe vite. Okay ? Et pour ces auteurs-là, un moyen de faire de l'histoire. Que pour nous, ce n'est pas du tout le cas, mais pour eux, si. D'accord ? La première rencontre avec la logique, la logique est vue comme un instrument de réexploration du passé chinois. Voilà, donc ça, c'est vraiment, Fang est, on pourrait dire, moderne, puisque pour lui, la logique est le nec plus ultra, la philosophie occidentale, dans sa systématisation, est très importante. Mais Fang est-il pour autant antitraditionnaliste ? Là, c'est compliqué. Si vous voulez, Wuxi est sur la même ligne que Fang. D'accord ? Pour lui aussi, la logique est un moyen de se réapproprier le passé chinois. Mais ce n'est pas n'importe quel passé que Wuxi veut travailler. Pour Wuxi, le but, c'est d'abattre la boutique Confucius. C'est un slogan du mouvement du 4 mai. Et en gros, l'idée de Wuxi, c'est exhumer du passé chinois des courants qui préfigurent la méthode inductive et l'utilitarisme occidental. Et ces courants ont été occultés par 2 millénaires de domination confucianiste. Donc l'idée, c'est que la logique, c'est une manière de réexplorer un passé chinois non confuséen, un passé chinois pré-impérial. Donc, par exemple, c'est pour ça que Wuxi va essayer de montrer que le moïsme, c'est un des courants qui s'est opposé au confucianisme dans l'Antiquité, est une préfiguration de l'utilitarisme et de la méthode inductive. Donc, quel est le but de Fang ? Est-ce qu'il a le même but que Wuxi ? Là, on voit bien que Wuxi est moderniste. Ce qu'il veut, c'est abattre. Il s'intéresse au passé pour abattre un courant qui a occulté le passé et faciliter, d'une certaine façon, la modernisation de la Chine. En gros, pour Wuxi, c'est vraiment le confucianisme et l'empire qui est à abattre. Ce n'est pas la Chine. Le passé pré-impérial de la Chine résonne avec son futur moderne. Alors, quel est l'objectif de Fang ? En fait, Fang, ce qu'il veut montrer, c'est que le courant qui, dans la tradition chinoise, est le plus rationnel, donc pour lui le plus proche du nouveau réalisme qu'il connaît, c'est le néo-confucianisme de Zhuxi,
dont on dit qu'il est le Thomas d'Aquin chinois. Alors Zhuxi, c'est un philosophe du XIIIe siècle, donc qui est mort en 1200, et qui fait une synthèse du confucianisme qui est à la base du confucianisme impérial, c'est-à-dire qui est à la base du curriculum que les Chinois devaient assimiler et maîtriser pour avoir des postes dans l'Empire, pour réussir aux examens. D'accord ? Donc c'est super bizarre, parce que ce que nous dit Feng, c'est que d'une certaine façon, l'homme le plus rationnel, le plus proche des Occidentaux, c'est celui qui est le responsable, qui est le confucianisme le plus orthodoxe, c'est-à-dire celui qu'il faut abattre selon le mouvement du 4 mai. On ne comprend pas bien. Deuxième chose, Feng a une très très belle idée qui est assez intéressante et qui singularise sa pensée par rapport aux autres Chinois, à mon avis, de la même époque, aux autres penseurs chinois de la même époque, c'est que ce qu'il maintient, c'est que la pensée chinoise, au cours du temps, a progressé. Et que la transmission traditionnelle constitue une forme partielle de rationalisation et de systématisation. Et donc, bon, il y a des textes assez beaux sur notamment Confucius, et ce que dit Feng, c'est que si Confucius est le premier maître, c'est parce qu'en fait, il est à l'origine de rien. Alors, ça paraît bizarre, on se dit, mais pourquoi ? Et en fait, il est à l'origine de rien, mais il est le premier à avoir systématisé des traditions d'une certaine façon. Donc, l'origine de la tradition, c'est en fait la transmission. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir un progrès dans la tradition, parce que la transmission, chaque transmission rationalise partiellement. Donc, il y a un caractère très paradoxal, si vous voulez, de la démarche de Feng. La rencontre avec l'Occident et la logique, la modernité, est pour lui une occasion de revisiter le passé chinois et de montrer que la plus moderne des philosophies autochtones chinoises est celle-là même qui est tenue responsable du retard de la Chine. Donc, ça ne comprend rien. En réalité, Feng, je pense, est bien conscient du problème, et Feng affirme qu'il n'y a en fait pas eu de philosophie chinoise moderne. Alors, ce qu'il explique, c'est que son histoire, en fait, est divisée en 2 volumes. Le premier sur la période antique, donc pré-impériale, et le deuxième sur ce qu'il appelle la période médiévale, qui est la période de la philosophie, du développement de la philosophie chinoise sous l'Empire qui s'arrête en 1912. Et ce qu'il affirme, c'est que ce que n'a pas connu la Chine, c'est la révolution scientifique et c'est la philosophie moderne. Et que la philosophie moderne, elle n'est pas chinoise, elle est universelle. Simplement, il faut l'implémenter maintenant en Chine. Lui, ce qu'il a fait, c'est d'une certaine façon une histoire de ce qu'était la philosophie chinoise, mais pré-moderne. Et à partir du moment où on a une philosophie moderne, on n'a plus une philosophie nationale, ni occidentale, ni chinoise, on a la philosophie, nouvelle science, si vous voulez. Et l'idée de Feng, c'est de dire, bon, maintenant que j'ai été historien, il faut que je fasse un travail de philosophe, il faut que je contribue à construire, d'une certaine façon, une philosophie moderne, adaptée peut-être aux besoins chinois, mais en tout cas, qui est universelle, qui n'est pas proprement chinoise. Donc c'est comme ça qu'il arrive, dans l'histoire de la philosophie chinoise, à un petit peu tempérer la contradiction. Donc, parfait. En 1936-1949, une fois qu'il a écrit l'histoire, Feng se tourne vers quoi ? Normalement, vers la philosophie. Il nous l'a expliqué. D'accord ? La suite du renouveau, ce n'est pas du tout un travail d'histoire, c'est vraiment un travail systématique de philosophie. Il est écrit, cette suite du renouveau est écrite dans une situation où la Chine est envahie par le Japon et où Feng promeut une résistance nationale. C'est très, très important, il l'explique tout le temps. Et en fait, contrairement à ce qu'il affirme juste avant, Feng retourne complètement sa veste et Feng affirme, contre sa position précédente, qu'il y a une modernité proprement chinoise, une modernité en continuité avec la tradition dont il a fait l'histoire. Donc ça, c'est contre ce qu'il disait avant. OK ? Là, maintenant, il dit, non, je continue la tradition chinoise, mais en même temps, je fais de la philosophie moderne.
Et c'est dans ce contexte que Fang va greffer son analyse de ce qu'il présente comme l'esprit de la philosophie chinoise avec l'universalisme logique de Russell et de Wittgenstein. Donc, je vais vite. Alors, dans son histoire, la méthode analytique est au cœur du projet. Vous vous rappelez, la logique est utilisée pour restituer la systématicité des philosophes anciens. Mais qu'est-ce que la logique? Et qu'est-ce que la méthode analytique chez Fang? Comment doit-elle s'articuler à la philosophie? Alors, ce problème-là, c'est un problème qu'il partage avec un autre de ses amis, qui s'appelle Jin Yuelin, et qui est plus logicien que lui. D'accord? Et il travaille en étroite collaboration. Jin Yuelin, c'est quelqu'un qui a fait des manuels de logique, qui connaît bien les Principia Mathematica de Russell, notamment. Je vais parler un peu des deux. Donc, pour les deux philosophes, la logique est une forme de connaissance. Donc, la méthode analytique, c'est une forme de connaissance, le noyau de la rationalité. Et c'est en même temps quelque chose, c'est une forme de connaissance qui est mise en œuvre dans toute forme de pensée véritable, qui pour eux est systématique. Donc, là, il reste là-dessus. Mais à partir des années 30 chez Jin et des années 40 chez Fang, une nouvelle interrogation surgit, c'est là qu'il y a un nouveau truc, qui porte sur le statut dévolu à cette connaissance logique. En effet, la justification de la connaissance logique est tout à fait singulière, disent Fang et Jin. La vérité d'une proposition logique P est justifiée par le fait que la négation de P est, disent-ils, logiquement impossible. Donc, il y a un argument qui revient beaucoup sous la plume de Jin, qui est l'argument qu'il appelle la présupposition par la négation. Une proposition P est une vérité logique lorsque non P implique que P. C'est-à-dire, par exemple, dit-il, il y a une vérité, c'est une proposition logique, parce que si vous niez qu'il y a une vérité, en fait, vous affirmez, si vous niez cette proposition, en fait, vous affirmez qu'il y a au moins une proposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. Ce genre de choses. Il y a une source, évidemment, russellienne de ce genre d'analyse. Chez Russell, on trouve beaucoup de ce type d'analyse paradoxale, mais on en trouve, donc, par exemple, Russell dit dans les principes qu'il n'y a pas de preuve d'indépendance possible en logique, dans les systèmes logiques, parce que nier un axiome en logique revient d'une certaine façon à vous interdire toute déduction possible. Russell dit qu'il n'est pas possible de nier l'existence d'un objet, parce que si vous niez l'existence, par exemple, si vous niez l'existence de Sébastien Landon, ça va être très, très critiqué, mais en fait, soit votre proposition n'a pas de sens, soit elle est fausse. Elle n'a pas de sens parce que si Sébastien Landon n'existait pas, votre nom propre ne serait pas un nom propre, et donc la phrase, l'énoncé, contiendrait un mot qui ne serait pas un mot. D'accord ? Ce genre de choses, il y a beaucoup chez Russell. En gros, c'est quoi là? Ce qu'il nous explique, c'est l'idée que la logique est une langue universelle et non pas un calcul rationnel, enfin un calcul, je ne me rappelle plus, j'en perds mon latin, mais c'est un Eyenoort, d'accord. Et il y a deux, si vous voulez, traditions, enfin il y a deux réceptions de cette idée-là russellienne. Il y en a une en Amérique, avec Schaeffer, et ce qu'il appelle le logocentric predicament. In order to give an account of logic, we must presuppose and employ logic. C'est exactement ce que disent Fang et Yin tout le temps, dans les années 30 et les années 40. Et puis, il y a bien sûr le Tractatus de Wittgenstein. La logique n'est pas une théorie, mais une image qui reflète le monde. La logique est transcendantale, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être mise sur le même plan que les sciences. Donc, pour Jin et Fang, dans les années 40, la logique, ce qui est au cœur de la systématicité philosophique, n'est pas complètement systématisable. Il y a un résidu inexprimable, non rationalisable en logique. Et le point important, c'est qu'il n'en tire pas une conclusion sceptique. Par exemple, il refuse explicitement l'idée qu'il pourrait y avoir plusieurs logiques. Il refuse C.I. Lewis, par exemple. On a des textes qui disent non, il n'y a qu'une logique, mais elle a une position qu'on ne peut pas complètement exprimer. Et la conclusion qu'ils en tirent, c'est qu'il y a un autre type d'exposition que la présentation systématique qui est requise pour la logique.
Par exemple, je vous cite Jin, il y a des inexpressibles, il y a des inexpressibles qui, par une certaine ingéniosité intellectuelle, réussissent à être présentés à la contemplation humaine. Et ensuite, il parle, là, j'ai oublié de le mettre, mais il parle du logocentric predicament, donc il fait une référence à ça. Et vous voyez la fin, The advance in logic during the last half century, donc c'est vraiment la logique russellienne freudienne qui est en jeu, has made logical expressions clearer, much less lumpy and much more integrated than they were before. And while it has not enabled us to express the inexpressible in logic, it has enabled us to grasp it more firmly than before. Donc, les progrès de la logique sont lus comme voulant dire, philosophiquement, enfin, comme la leçon philosophique qu'ils en tirent, c'est que ça veut dire qu'il y a rationnellement quelque chose comme l'inexprimable et la nécessité de travailler les modes d'expression de cet inexprimable. Donc, Funk croit encore que toute philosophie, comme toute connaissance, est systématique. Mais dans la mesure où la philosophie a pour objet les principes premiers, elle a pour lui le même statut que la logique. Elle n'est pas complètement systématisable et son exposition doit nécessairement en tenir compte. Donc, la conséquence de ça, c'est que ce qui était présenté dans l'histoire comme un défaut, le caractère non systématique et suggestif de la tradition chinoise, devient maintenant un atout. Les philosophes chinois auraient vu, de façon plus claire que les philosophes occidentaux, que la rationalité avait des limites et ont réfléchi de façon conséquente sur ce que l'existence de ces limites impliquait concernant les modes d'exposition de la philosophie. Donc, ce qu'on va trouver, c'est une réflexion sur les modes d'exposition du philosophique. Alors, bon, un des 6 livres de la suite du Renouveau est consacré à la tradition chinoise. C'est-à-dire qu'un des livres de cette suite, il revisite en fait le contenu de l'histoire, de son histoire. D'accord ? Or, par rapport à son histoire, la présentation nouvelle de Fang, déjà, elle est fortement continuiste, c'est-à-dire qu'il s'inclut lui-même dans la tradition qu'il décrit. D'accord ? Il n'y a plus de rupture entre médiéval, antique d'une part, et moderne. Le moderne, c'est la tradition. Et d'autre part, elle est unitariste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus différentes écoles, il n'y a qu'une école, celle de la tradition chinoise. Ensuite, il met l'accent beaucoup plus qu'il ne l'avait fait auparavant sur les approches qu'il qualifie de mystiques, c'est-à-dire là où il y a de l'inexpressible. D'accord ? Là où il y a de l'inexprimable. En fait, 2 lignes se rencontrent dans cette nouvelle histoire de la philosophie. Il y a une veine morale qui est religieuse-scientifique, religieuse et scientifique, c'est-à-dire l'idée qui pense que la métaphysique est un type de connaissance comme la religion ou comme la science. Donc là, il y a toute une veine, il y a même des périodes qui sont plutôt là-dedans. Et puis, il y a une veine supramorale, non moraliste, donc mystique, qui est ici, où il est dit que la philosophie, comme la logique, est une connaissance qui est en même temps une non-connaissance. C'est-à-dire où tout ne peut pas être exprimé. Et donc là, il y a une veine, notamment, qui est incarnée par le bouddhisme zen. Donc, je vous lis un petit peu le truc, des phrases de Fang qui sont un peu marrantes. Philosophy makes trouble for itself. It insists on conceiving of the inconceivable and speaking of the unspeakable, etc., etc. One does not say what the unspeakable is, but what it is not. Donc, en philosophie, on essaye de dire ce que l'inexprimable n'est pas. Et dans la peinture traditionnelle chinoise, the moon is not depicted by painting a circle. Instead, a place is left blank in a patch of clouds. L'idée, c'est que dans la peinture chinoise, on avait des techniques d'exposition qui étaient complètement indirectes. On ne peignait pas directement les objets, mais on les laissait entrevoir. Et l'idée, c'est qu'il y a un travail à faire en philosophie, que la philosophie chinoise a fait, là-dessus. Donc, pareil, ce texte, je vais très vite, mais il est savoureux. Donc, on est vraiment en plein truc. Bon. Through the first principle is inexpressible, and the doctrine that Sansan Buddha unsurpasses the patriarch cannot be spoken of, there must be some method to reveal it. Donc là, il est en train de parler d'un type de bouddhisme qui est le bouddhisme zen. If there were not,
s'il n'y avait pas ces manières de parler, there would seem to be no first principle or no doctrine that transcends Buddha and surpasses the patriarch. Since wordless teaching is still a kind of teaching, it must have teaching methods which allow people to receive such teaching. The Chan Buddhist, etc., etc. Et juste après, in modern Western philosophy, Wittgenstein significantly differed from other members of the Vienna Circle, through himself one of the protagonists of the circle. He advocates the rejection of metaphysics, as the other members do, but in our view, is in fact addressing metaphysics with a negative method, exactement comme les bouddhistes Chan. Les techniques de monstration, la façon de montrer la logique, c'est exactement la manière, dit-il, et c'est ce qu'il essaye de faire, c'est de lire ça de manière indirecte. Bon, je passe vite sur la conclusion. Ce que j'ai essayé de montrer, enfin, si vous voulez, je ne suis pas sinologue, hein, bien sûr, je ne lis pas le chinois, mais donc j'ai lu pas mal d'écrits de sinologues ou d'historiens de la Chine sur Feng. Et ce que vous trouvez, et aussi des philosophes qui critiquent Feng, ce que vous trouvez dans cette littérature, c'est généralement Feng lu dans le contexte chinois. Et ce que vous trouvez, c'est une critique généralement de Feng. Pourquoi? Parce que Feng aurait rationalisé le confucianisme, il l'aurait occidentalisé et donc il aurait dénaturé la tradition chinoise. Ce qu'il faut voir, c'est que le néo-confucianisme est très étudié, mais c'est généralement des gens qui s'opposent à une forme de rationalisme qui sont étudiés. C'est Liang Zhimai, c'est Xiong Shili, c'est Mu Songzang, d'accord, qui par exemple sont des philosophes de l'intuition. Alors que pas du tout, ni Wuxi, ni Feng. Donc en gros, Feng n'est pas étudié par les sinologues parce qu'il n'est pas assez chinois. Quand vous regardez Feng dans le contexte analytique, ben vous ne voyez rien. Parce que déjà, il n'est pas connu. Enfin, et en gros, l'idée de lier Fan Eyanort ou l'universalisme logique à la philosophie chinoise traditionnelle semble n'avoir qu'un intérêt anecdotique. Autrement dit, il n'est pas étudié, Feng, parce qu'il est trop chinois. Et ce que je voudrais montrer, c'est que justement, c'est là tout son intérêt, d'être pas assez chinois et en même temps trop chinois. Parce que ce qu'on voit chez Feng, c'est que si vous le regardez du contexte chinois, en fait, oui, d'un côté, il occidentalise la pensée chinoise. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais il fait un peu que... Mais il produit un occidentalisme, comme chez Saïd, on a produit un orientalisme. C'est-à-dire, vous savez, chez Saïd, il y a l'idée que l'Orient n'a jamais existé, que c'est une invention des Occidentaux. Et là, c'est pareil. Ce qu'il essaye l'Occident de Feng est très chinois. C'est-à-dire, la manière qu'il a de regarder, d'extraire de Russell, la philosophie analytique naissante, un mouvement, une ligne, qui est la ligne justement Wittgenstein-Schaeffer, elle provient de son investissement dans la philosophie, dans la tradition chinoise, où la question de l'expression est vraiment fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut exprimer, qu'est-ce qui est suggéré, etc. Inversement, oui, certes, c'est une relecture si on se place du contexte analytique, ce que ne voient pas les analytiques, c'est que le filtre logique permet à Feng de relire toute la tradition chinoise, de s'approprier autrement toute la tradition. Ce n'est pas simplement anecdotique, il y a un travail qui est fait derrière, à partir de la logique. Donc, si vous voulez, il y a un double croisement, si vous voulez. Les gens qui dénoncent Feng parce que trop occidental ou trop oriental, ils ne voient pas que l'enjeu, c'est de produire justement ces catégories d'oriental et d'occidental, et que Feng est très mature, en fait, et il les produit, ces catégories, consciemment. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je n'ai pas dit, que j'aurais peut-être dû dire, c'est que le projet de Feng, c'est quand même de parler à tout le monde, de faire ce qu'il appelle une philosophie monde. C'est un terme. Il participe à des congrès internationaux, etc., etc. Donc, je reviens sur les apports possibles de ce changement de perspective. Pluraliser la philosophie analytique, oui, c'est ce que j'ai essayé de dire. Il y a une philosophie analytique chinoise, pour moi. Il y a eu un moment, une philosophie analytique chinoise qui conjuguait le confucianisme et qui hybridait le confucianisme avec Russell et Wittgenstein.
décloisonner l'histoire de la philosophie contemporaine, ben, j'en suis l'exemple vivant. Je veux dire, ce que j'ai dit, ce que j'ai raconté là, je suis complètement dépendant du travail, de la lecture des sinologues, et même je suis plus dépendant que ça, parce que je ne lis pas le chinois. Donc il me faut des traductions, il me faut des contacts, et j'essaye de les avoir. Je ne peux pas faire ce travail tout seul. J'ai besoin, tous les textes ne sont pas traduits, les textes ne sont pas identifiés. D'accord ? Et en même temps, j'ai l'impression que j'apporte quelque chose aux sinologues, parce que les sinologues, ils ne s'intéressent pas trop à Fang, parce qu'il n'est pas assez chinois. Internaliser la question de l'universalisme, bah oui, alors ça je ne l'ai pas dit, mais il se trouve qu'il y a de nombreux articles qui sont comparatifs entre Wittgenstein et le Z. C'est une petite industrie en fait dans la littérature wittgensteinienne. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a aussi en Chine. Moi, ces articles-là, ben pour moi, ces articles-là m'intéressent peu. Je n'aime pas ces articles. Parce que je trouve que c'est des articles hors sol, qui comparent deux choses, mais qui ne s'interrogent pas sur le point de vue qu'ils prennent pour comparer ces deux choses. Ils n'internalisent pas en fait ce qu'ils comparent. Et ce qui me plaît chez Fang, et c'est pour ça que je trouve qu'il a une vraie force, c'est que la comparaison est toujours internalisée, c'est-à-dire c'est d'un point de vue chinois qu'on va se rapporter au point de vue occidental, ou alors du point de vue occidental, on essaye de se rapporter au point de vue chinois. Et je trouve ça d'autant plus dommage que tous ces auteurs-là ne citent jamais Fang. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Excusez-moi, j'étais un peu... Peut-être long, mais infiniment intéressant. Donc, vraiment, merci beaucoup, Sébastien, pour cette intervention. Dites, chers camarades, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Les personnes en ligne sont évidemment aussi invitées à se manifester si vous avez des remarques à faire. Moi, je vois, Andy, que tu lèves la main, parce que je sens que tu as envie de dire quelque chose. Oui, tout à fait, mais je ne vais pas déclarer. Ah oui, très bien. Ok, mais juste une question. J'ai l'impression que tu as trouvé en parallèle, une parallèle avec la méthode ou la présupposition de Wittgenstein que le sens est l'usage, c'est-à-dire meaning is use. Mais ici, c'est pour la signification, le sens de l'universalisme logique. Parce que tu as trouvé qu'on peut chercher l'usage de cette position philosophique dans un contexte élargi, c'est-à-dire l'usage de l'universalisme logique n'est pas juste dans le contexte anglo-américain, mais au siècle XIX, mais aussi avec ces autres contextes mondiaux. Et je crois aussi, je pense que, alors on cherche de comprendre l'universalisme logique en entendant son usage. Et c'est pour moi intéressant parce que c'est à la fois une application de la pensée de Wittgenstein d'une façon. C'est-à-dire que c'est un type de tournage qui utilise la méthode, une méthode analytique de comprendre la philosophie de l'art. Mais je ne sais pas si tu es d'accord que c'est étonnant. Mais juste une deuxième observation qui est liée, tout à fait, c'est l'observation qui, je ne sais pas quel type de signification est levée par cette méthode, si c'est vraiment une méthode. Donc, c'est la question, les deux questions. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, alors, pour la première question déjà, je pense que ce n'est pas moi qui le fais, ce lien vers l'usage, mais que moi j'ai l'impression que c'est l'enjeu des gens qui sont intéressés aux réceptions et recréations du rationalisme au XVIIIe. C'est pour ça, mais je me situe dans cette foulée-là. Après, est-ce que c'est Wittgensteinien en fait? Oui, certainement, tu as raison. Mais moi, je vois ce travail que je mène là, enfin que j'entends mener, comme une continuation complète de ce que j'ai fait sur les mathématiques et la logique.
C'est-à-dire que dans un livre que j'avais écrit, j'ai essayé de montrer que le logicisme de Russell, il devait se comprendre non pas comme une forme de surplomb des formes logiques qui s'appliquent indifféremment à n'importe quelle mathématique, mais qu'en fait, il était en constant dialogue avec les spécificités des différentes mathématiques. C'est-à-dire que le logicisme de Russell, il s'intéressait aussi à la façon dont la logique était appliquée. Et la logique elle-même, dans cette application, était modifiée un petit peu. En géométrie, il n'utilisait pas la même logique en arithmétique, etc. Et donc, pour moi, c'est un projet aussi qui est compatible avec ma manière, peut-être wittgensteinienne, de comprendre Russell. Après, sur la question que tu poses sur la signification de l'universalisme, si je te comprends bien, c'est en fait la question, c'est un peu la question cruciale, c'est-à-dire, et un peu la faiblesse peut-être de mon projet, mais en tout cas, moi, je revendique le droit de m'intéresser à ce que j'appelle l'internalisation de cette question de l'universalisme, sans me préoccuper préalablement de régler la question externe. C'est-à-dire, mais peut-être, je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas le justifier, mais je suis très intéressé. Je trouve ça super intéressant de voir comment l'universalisme a été acclimaté dans différentes régions. Et pour moi, ça me rassure. Enfin, je ne sais pas comment dire, ça fait sauter des verrous conceptuels que je trouve on a quand on pose la question de manière abstraite. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Feng et Jin, c'est des universalistes. Mais c'est des universalistes chinois. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis culturaliste si je dis ça? Je ne sais pas. Mais moi, je défends l'universalisme. Je ne me sens pas, je défends, mon point de vue, il est universaliste. Mais voilà, je ne prétends pas que je fais du relativisme culturel. Je suis plutôt à l'aise avec des positions universalistes, mais je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas s'intéresser de façon empirique aux réceptions, c'est-à-dire vraiment faire l'histoire de ces réceptions pour pouvoir essayer de progresser avec la question un peu plus intimidante et la question que je laisse moi de côté, qui ne m'intéresse pas. Mais bon, peut-être ça, c'est... Voilà. Merci beaucoup. Donc, Gerhard Smith. Merci bien. Moi, je suis très convaincu et je crois que cet insight est clair pour tous les gens qui travaillent entre les frontières, que ce travail-là décloisonne et dénationalise beaucoup la philosophie et surtout aussi la relation de philosophie analytique et continentale. Tu as donné un exemple, moi je donne toujours l'exemple de la structure et de l'axiomatique. Donc, quand tu donné, et Nico, ils allaient en Allemagne pour étudier Hilbert, ils voulaient tuer Poincaré qui dominait complètement par son intuition en France les mathématiques. Ensuite, ils ont pris l'axiomatique, mais pas comme Hilbert l'a pris avec une métamathématique, mais ils ont pris l'axiomatique pour la solution des grands problèmes. Et c'est-à-dire comme moyen, structure moyen. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils sont aperçus que l'invention de leur groupe de transformation de Poincaré était finalement au début de Hilbert. Et au début, puisque Hilbert est au début aussi pour l'empirisme logique, évidemment, ça retourne. C'est-à-dire, ceux qui voulaient tuer, il est vraiment le père de ceux qui voulaient faire. C'est-à-dire, ce croisement-là. Donc, il vient aussi pour l'interprétation de Kant, si tu veux rénover l'interprétation française qui sont complètement différentes d'allemande, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas vu à l'étranger que Schlick, par exemple, c'était évidemment inconscient, mais lui, il a vu Poincaré, par exemple, pas comme intuitionniste, mais de la théorie de l'espace, comme théorie de groupe. Donc, c'est vu entre différentes cultures, évidemment, mais très difficile. Ceux qui disent que c'est une position purement autrichienne ou purement allemande, française. Tout ça, c'est... Ce qui... Bon, la fin
bon, il y a une question d'époque, c'est-à-dire que le début du XXe, c'est une période où il y a des nationalités. Il y a des nationalités, souvent, pas partout, mais qui viennent du 19e, mais aussi il y a un mouvement d'internationalisation, enfin, il y a les mouvements espérantistes, etc., et de standardisation aussi. Donc c'est ça qui est important. Par exemple, là il y a beaucoup de travail vraiment sur lequel je me suis beaucoup inspiré, qui sont vraiment passionnants en sinologie, sur qu'est-ce que ça fait à la philosophie que de devenir universitaire. Donc, il y a une uniformisation des pratiques et ça, c'est une question typiquement française, parce que c'était évidemment en France que la philosophie universitaire en 19e. Oui. C'était je ne sais pas. Mais si, c'était du prof d'université. Il était rien, il était en dehors. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des variations il y a des variations. Par exemple, les États-Unis, c'est une université jeune, par exemple, et ça peut avoir des impacts sur le type de philosophie qui est développé. Par exemple, l'importance quand il y a une université qui est stabilisée, les disciplines sont plus stabilisées, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Là où vraiment je suis tout à fait d'accord, c'est sur la philosophie analytique et la philosophie continentale, cette espèce de division qu'on a quand même encore, qui est très très importante, mais même dans les relations collégiales, enfin dans les relations qu'on a les uns avec les autres au niveau entre universitaires, etc. On dit bien, lui il est analytique, lui il n'est pas analytique, etc. Donc on sent que ça existe. En même temps, moi je suis vraiment pas du tout un aficionados des gens qui essayent de faire un pont entre les deux traditions, un petit peu comme ce qu'a voulu faire Rupert Reed entre Wittgenstein et confucianisme. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'aller en Chine, parce que les ponts sont tellement grands là, on se dit non, mais non, c'est pas possible. Et moi, ça ne m'intéresse pas vraiment les énièmes comparaisons entre Wittgenstein et Husserl, etc., etc. Et par contre, ce qu'il n'y a pas, et moi, quand même, je trouve que c'est bizarre qu'il n'y ait pas, c'est vraiment un travail sur les réceptions. Et Feng, il est réceptionné encore aujourd'hui dans la philosophie analytique en Chine, qui est... Oui. Alors, Feng, j'ai pas bien réussi aussi. Alors, Feng, le problème de... c'est compliqué, parce que... D'abord, je ne connais pas bien la philosophie contemporaine chinoise. Mais Feng est très connu. Parce qu'il a eu aussi... il a eu des fonctions importantes en philosophie sous Mao et dans la Chine communiste, et donc il a eu une carrière aussi, il a eu des relations plutôt tendues avec d'autres néo-confucéens qui se sont réfugiés à Taïwan, qui l'ont accusé d'être un traître, parce qu'il a dû s'autoconfesser, etc., etc. Donc il y a tout un dossier. Il y a un très bon livre sur Feng qui est et une très bonne traduction en français de Masson. Il y a un très bon livre, mais qui est en anglais, sur Feng, et qui raconte ça. Mais Feng j'ai été en Chine et tous les étudiants connaissent Feng, mais en même temps, il est très peu traduit. Il est plus traduit que Gilles, mais tout n'est pas traduit en anglais ou en français. Donc, je ne comprends pas tout dans cette place qu'a Feng dans la philosophie chinoise actuelle, je dois dire. Merci beaucoup. Une petite question ici. Gentil de porter ça jusqu'à moi. Merci, c'était très intéressant et je souscris complètement à la critique de l'œcuménisme actuel qui se répand entre philosophie analytique et philosophie continentale. Ce qui m'a étonné, c'est, je reviens sur un point du début, lorsqu'il y avait ce schéma avec Nico, Feng, et puis celui qui était choisi pour la Pologne, c'était Fistek. Ouais. Et c'est étonnant comme choix, parce que la réception de Russell, elle est autant chez Tarski, par exemple. Et cette fois, avec Tarski, il y a quand même une fécondité qui est grande, parce que Fistek est lui-même un esprit un peu particulier. Et surtout, je voudrais évoquer quelque chose, c'est le cercle de Cracovie. Parce que là,
il y a une internalisation complète de la logique russellienne dans un horizon thomiste avec Borensky, avec Drevnovsky, avec Salamura, avec ces gens-là. Et là aussi, il y a tout de même une certaine fécondité, surtout dans le cas de Borensky après la guerre. Donc, pourquoi le choix de Hrušček? Alors, c'est une question vraiment intéressante. Donc, en fait, c'est une question intéressante. Mais je suis un peu embarrassé parce que c'est vraiment le domaine qui... Bon, j'ai fait une conférence dessus, mais il faut que je travaille. Et puis, je ne connais pas le polonais non plus. Je ne connais pas le chinois, je ne connais pas le polonais. Et bon, voilà. Mais il y a une raison à ce choix. Si j'ai choisi la Pologne, c'est parce que, parce que j'aurais pu choisir d'autres aires. Il y a la Turquie, par exemple. Il y a beaucoup de choses. Mais la Pologne est intéressante parce que, justement, il y a une école logique endogène, autochtone. La logique de Wolf Warsa. Et d'après ce que j'ai compris, moi, la source, c'est Twardowski. Et si vous voulez, dans les livres, sur cette école, comment? Pardon? C'est plutôt Lukasiewicz que Twardowski lui-même. Oui, non, mais je veux dire oui, non, mais je veux dire là. Et souvent, Hrušček est considéré comme un pôle apart. Et une des raisons pour lesquelles Hrušček est considéré comme un pôle apart, c'est qu'il refuse véritablement, il prend sa source dans la logique russellienne, des Principia Mathematica, et il refuse de négocier là-dessus. D'accord, avec, par exemple, il refuse la logique de Levski, il refuse aussi il rejette la phéno de Twardowski. Il ne se considère pas comme un disciple de Twardowski, alors que pas mal de gens, quand même, dans l'école. Et donc, par exemple, dans les livres, il est souvent comparé à un pôle apart, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement le cas de la Pologne est super intéressant parce qu'il y a une sorte de revendication nationaliste de la logique. Et en même temps, la réception, pas nationaliste, mais il y a une école nationale qui est autre que l'école russellienne. Et il y a aussi, je veux dire, dans les années 30 et 40, il y a vraiment une importance de cette école polonaise qui est par exemple, quand vous regardez les textes de Nagel qui visitent l'Europe, ils distinguent bien le cercle de Vienne et l'école polonaise. Donc, c'est plutôt une source, en fait, l'école polonaise, qu'une réception. C'est comme ça qu'on le voit généralement. Et moi, je m'intéresse justement aux hybridations. Et donc, Hrušček est super intéressant pour ça, outre qu'il n'est pas que logicien, outre que c'est un artiste, outre qu'il a une œuvre métaphysique où il utilise Russell. Et il utilise Russell pour défendre une conception quand même qui est assez intéressante, surtout du point de vue de l'universalisme auquel je m'intéresse ici, qui est l'idée qu'il y a la notion de réalité relative. Donc, c'est vraiment intéressant parce que là, le cadre russellien, le cadre logique universaliste russellien est utilisé pour faire exploser les différentes notions de réalité. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est la notion de construction logique qui est mobilisée, mais tournée d'une manière très, très particulière, qui vient aussi, à mon avis, d'une influence de la phénoménologie de Twardowski sur Hrušček. Donc, la figure de Hrušček m'intéresse parce qu'il a été rejeté. Et il est toujours rejeté de l'histoire de la logique polonaise. C'est le pôle apart. Quand vous voyez les textes, on dit non, mais Hrušček, il est bizarre, alors qu'il est professeur à Lvov. Mais justement, il a pris la place Tatarski. Donc, il est juif. Donc, il y a un dossier, si vous voulez, et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ces gens-là, c'est souvent des figures de traîtres. C'est pour ça qu'ils n'intéressent personne, parce que Fung, il a été considéré par les néoconfucianistes comme un traître. Il y a le mot qui est explicite dans une lettre de Carson, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est un traître. Et j'ai l'impression que Hrušček, qui a ensuite,
qui a ensuite rejoint les communistes russes, il y a aussi ça. Si vous voulez, il y a un côté dans l'interface qui m'intéresse de Rufusek, qui est ni polonais vraiment, ni philosophe analytique, il est un peu dans le stade. Mais par ailleurs, je suis d'accord avec vous, il est un peu particulier, et donc j'ai du mal à cerner un peu voir comment je pourrais le cerner, quoi. Puisque c'est un artiste de l'avant-garde, dans un milieu polonais. Ouais, un peintre, mais aussi, il y a tout le milieu polonais de la drogue qui est derrière. Enfin, c'est un ami de Witkacy, comment on dit, Witkacy. Donc, et puis bon, la multiplicité des réalités, c'est aussi pour donner un sens à l'hallucination sous opium, quoi. Enfin, donc il y a quand même c'est pas un philosophe, même s'il est professeur de philosophie, il est un peu le goût du combat, le goût de la polémique. Donc voilà. Mais c'est pour ça justement la Pologne m'intéresse pour ça. Super, merci beaucoup. Donc là, on aura une petite question en ligne. Allez-y. C'est bien moi? Tout à fait, tout à fait. Okay. Bonsoir Sébastien, merci beaucoup pour ton exposé. J'ai beaucoup appris. Je ne connaissais pas, par exemple, le fait que toute la question de l'aporie logocentrique avait été reçue aussitôt en film, et j'étais vraiment surpris de remarquer l'existence de cette conception. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai une question qui est peut-être une objection, je ne sais pas, tu me diras si c'est une objection ou pas, mais c'est en fait concernant ta manière d'envisager les relations entre universalisme et décolonialisme. Simplement, moi, je n'ai pas une lecture universaliste de Wittgenstein, ce qui ne veut pas dire du tout que, comme tu le sais bien, Wittgenstein remet en question certaines avancées faites par Russell. Mais il me semble que dans les débats entre universalisme et décolonialisme, c'est important, à un sens, de ne pas se priver de la possibilité de rendre compte de certaines oppositions. C'est-à-dire que, en un sens, si on présente une pensée décoloniale comme étant une acclimatation d'un universalisme, en tous les cas, que cette acclimatation a été le résultat d'une compréhension par une personne de certaines avancées universalistes dans des circonstances qui sont les circonstances dans lesquelles cette personne travaille, est-ce que cela ne revient pas, pour ainsi dire, à rater l'attention? Au sens où, est-ce qu'on ne renonce pas aux relations d'opposition, de contrariété, de contradiction qu'il peut y avoir? Merci. Alors, pardon, je vais essayer de... Désolée, je vais essayer tout de suite de... Intéressant. OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de documenter. En fait, c'est de fournir de la matière à des gens qui pensent cette question-là de l'universalisme versus le relativisme. C'est de montrer qu'il y a plusieurs manières, en fait, que plutôt que d'opposer deux choses, de montrer simplement, de documenter, parce que je pense que là, vraiment, je pense qu'on ne peut pas avoir des a priori là-dessus, il faut documenter les histoires, et donc documenter des cas où ensuite les gens pourront réfléchir, quoi. Moi, mon but, c'est ça. Ce n'est pas de résoudre la question, c'est plutôt de documenter ces cas-là. Voilà, c'est peut-être trop peu ou trop ambitieux, je ne sais pas. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a eu plusieurs étapes dans ces questions-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait surtout
le travail et la production des gens qui se situent dans la première moitié du XXe siècle et qui ont été occultés généralement par les années 60. Dans les années 60, il y a eu vraiment des oppositions très brutales qui étaient nécessaires pour les mouvements de décolonisation, etc., mais qui ont souvent fait comme s'ils étaient la source de ces mouvements-là. Et il y a eu l'oblitération de pas mal de pensées qui sont en fait, je trouve, plus articulées parfois, en tout cas qui me plaisent plus, dans les années 30 ou 20 ou 40. Et surtout, je trouve vraiment fascinant, mais vraiment, je suis fasciné par ces gens qui ont vécu sous l'Empire chinois et puis qui ont vu des lettrés, leur père était lettré, et puis qui produisent, et puis qui lisent Wittgenstein. C'est une vie, quoi. Ils ont connu une transformation qui est énorme. Je suis extrêmement intéressé par, je ne me rappelle plus de son nom, mais la femme indienne d'Amérique, qui vivait dans un tipi, qui a été dans les colonies, enfin dans les internats canadiens, et qui a produit ensuite une œuvre qui a raconté un peu ces histoires-là. C'est-à-dire, on peut trouver que ces gens-là sont des traîtres à la cause, mais je veux dire, c'est quand même un peu facile aussi. C'est-à-dire que ces gens-là, il faut les entendre, il faut les écouter. Ils ont vu les deux mondes, ce qu'on n'a pas, nous. Et je trouve que ça rend leur production extrêmement riche, je trouve. Après, oui, moi, il y a des gens qui pensent, j'en ai vu, j'en ai côtoyé, et je trouve d'ailleurs ce qu'ils font très intéressant. Il y a notamment quelqu'un qui, j'ai oublié son nom, un Américain qui travaille sur les logiques indiennes et sur l'apprentissage de la logique lockéenne en Amérique du Nord, aux tribus indiennes, et qui maintient que la seule conception de la logique qui est, comment dire, décolonialiste, et il faut être décolonialiste, c'est une position qui affirme la pluralité des logiques. Ça, je pense que c'est complètement faux. Je suis absolument contre cette idée-là. Je ne vois pas quelle est la relation entre le processus de colonisation et la question de savoir si la logique est une ou plurielle. Je ne vois pas. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas de trouver les travaux de ce collègue, que je mange le nom, je suis désolé, je peux vous le donner, ces références, vraiment passionnantes, où il montre comment des gens, des philosophes au XVIIIe siècle, inspirés par la logique de Locke, ont essayé de l'enseigner aux Indiens. Et je trouve ça, moi, c'est le genre de choses qui me passionne. Voilà. Super, merci infiniment. Donc là, on a une autre question, c'est Violetta qui intervient. Et je lui donne tout de suite la parole. Chère Violetta. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'aimerais revenir sur la logique polonaise. Vous vous intéressez à l'école polonaise pour un tas de raisons que vous avez expliquées, et vous avez parfaitement raison de vous intéresser parce que c'est certainement un des phénomènes majeurs de la philosophie du XXe siècle et même au-delà. Ceci dit, je pense que si vous dites hybridation, mais en tout cas, si les choses un peu à part vous intéressent, je pense que malgré tout, il n'est vraiment pas justifié de donner tant d'importance à Leon Chwistek. Et je vais essayer de le dire juste en 2 mots pourquoi. C'est vrai qu'il était à part, mais il était complètement à part d'une certaine façon. C'est-à-dire, il est devenu professeur de philosophie de la logique à l'université à Léopold, principalement en raison de grands soutiens qu'il a eu de la part justement de Russell, sur qui il a écrit, et que Russell a énormément apprécié ce qu'il a écrit sur lui. Et donc, avec toute son autorité à l'époque, Russell a pesé sur les décisions qui ont eu lieu en Pologne. L'autre raison pourquoi il est devenu professeur, au grand désarroi aussi bien de Twardowski que d'Ajdukiewicz que de tous les autres logiciens, c'est parce qu'il le considérait mauvais logicien, tout simplement. Et c'était vraiment un peu un problème.
Il a eu par contre, son élection était vraiment soutenue très fortement par le milieu des mathématiciens, à l'époque, surtout Steinhaus, dont il était beau-frère. Maintenant, si vous vous intéressez à des choses un peu pas comme partout, non, pas mainstream comme vous dites. Donc oui, il y a dans l'école polonaise une sorte de rupture entre la théorie allogénique et la théorie idiogénique du jugement, qui a des conséquences très graves sur la conception même de la logique. Et là, on remonte donc quasi-totalité des élèves de Twardowski, qui d'ailleurs n'était vraiment pas un phénoménologue. On ne peut pas dire ça, que Twardowski soit un phénoménologue. Mais bon, quasi-totalité de ses disciples, sur presque toutes les générations, défendaient la théorie allogénique du jugement, à savoir qu'un jugement logique, c'est une mise ensemble des concepts. Par contre, Twardowski lui-même, ainsi que Czerzowski et quelques logiciens moins connus, soutenait la théorie idiogénique du jugement, à savoir que le jugement est un acte psychique per se, sui generis, spécifique, et qu'on ne peut pas réduire à la mise ensemble de représentations. Et Brentano, qui souhaitait mener une grande réforme de la logique, en transformant la totalité de propositions logiques en jugement existentiel. Et alors là, vraiment, donc, les conséquences, les transformations, donc modification de l'ensemble de la théorie des syllogismes, etc., etc. Alors, c'est un projet relativement compliqué. Il a été critiqué directement après qu'il a commencé à présenter cette théorie. Elle est relativement peu connue, mais là, il y a vraiment quelque chose dans les traces. Vous pouvez trouver comme une sorte d'alternative logique au sein de l'histoire de la logique de l'école polonaise, mais effectivement, telle qu'elle a été. Voilà. J'entends rien. Merci. Non, mais si vous voulez, je suis parfaitement... Enfin, je connais tellement pas que de toute façon, je suis parfaitement d'accord que... Il doit y avoir des gens plus intéressants que Korwicek en Pologne et pour mon projet. Mais en même temps, voilà, là, c'était dans le livre, il y a le projet puis le livre, c'est-à-dire que je développe aussi des articles. Je n'ai pas une visée exhaustive. Je ne veux pas faire chaque fois dans le bouquin que je fais la réception française de Russell. Parce qu'il faudrait parler de Coutura, il faudrait parler de plein de gens. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je prends un cas. Le cas de Fistek est tellement extrême que je me demande s'il peut être utilisé dans le cadre de votre projet. Oui. Indépendamment de ce qu'on peut penser de votre projet, et qu'à mon avis, est quand même un projet qui situe l'ensemble des investigations par rapport à une certaine... à une sorte de Weltanschauung, de vision du monde assez idéologique. Vos références, même sur l'universel, vos références sont assez idéologiques. Bon, je me trompe peut-être. En quel sens? Dans le sens que vous considérez, j'avais l'impression en tout cas, mais je peux me tromper puisque c'est juste un exposé, je n'ai pas lu votre travaux. Et j'avais l'impression que vos références sont plus que l'universel est pour vous plus une valeur universelle que un objet ou une valeur logique. Non, mais là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est, si vous voulez, essayer de ne pas entrer dans cette question. Mon projet, c'est d'essayer de documenter comment un projet qui est vraiment universaliste se modifie en se déployant. Après, dans mon livre, je ne juge pas, je n'évalue pas si ces changements remettent en question l'universalisme ou pas. Ça, c'est pour ça que je
je présente des pièces. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc, bon, ça m'embête que vous ayez eu cette impression, mais c'est vrai que c'est une histoire d'équilibre et qu'elle m'importe. Concernant Witzek, bon, moi, j'ai du mal avec sa manière d'écrire. Si vous voulez, j'aime moins Witzek que Nico, mais je trouve qu'il y a une unité dans son travail et que, vu de Russell, qui est vraiment une perspective, alors là, tout à fait partielle et peut-être pas très intéressante, mais qu'il arrive à transformer le projet russellien d'une manière que je n'ai pas vue ailleurs. Et pour ça, moi, ça me suffit, ça, pour mon livre. C'est-à-dire, pour ça, il m'intéresse. Mais après, je ne suis pas non plus très intéressé moins intéressé en tout cas par Witzek que par Fang, ou par Wiener, c'est celui qui m'intéresse le moins des quatre. Et en fait, dans mon livre, je crois que je vais me contenter des trois. Mais je vais travailler sur Witzek. Je veux écrire un article sur Witzek. D'accord ? Parce que je pense quand même qu'il est intéressant, qu'il y a un truc qu'il fait qui est lié à la géométrie, en fait, à l'axiomatique des géométries non euclidiennes, qui n'est pas inintéressant. Qui n'est vraiment pas inintéressant. Je pense qu'il était génial. Mais... Merci pour cet échange. Est-ce qu'il y avait petites questions encore dans la salle de gens qui sont absolument frustrés par des choses non dites et par des questions non répondues? Vas-y. Je peux pas, pour le coup, je ne peux pas me déplacer, donc il faut que tu... Non, c'est pas grave. Moi, j'ai le mauvais élève intéressé quand même, hein, mais le mauvais élève, parce que en t'entendant décrire ce que Feng fait sur l'indicible, etc., je dis, bah, vraiment, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au 4-1-2 du Tractatus, et puis à la fin, là. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est un exemple de transculturalisme et forme d'universalisme un peu top-down, tu vois. Et toi, ta démarche, elle est plutôt de dire non, il faut internaliser la question de l'universalisme. Alors, moi, je veux bien, je trouve que c'est plus prudent de dire c'est pareil, je suis d'accord, c'est un mauvais élève. Mais comment on fait? Parce que si on internalise, une perspective internaliste sont unilatérales. Et donc, on ne peut même pas parler d'internalisation de l'universalisme parce que d'à côté, c'est peut-être pas du tout le même concept. Donc, comment tu fais pour concilier ces internalisations sans tomber dans le culturalisme que tu répudies, mais surtout présupposer un concept commun de visée universelle, de validité universelle? Non, ce que je veux documenter, c'est simplement que le Tractatus a été écrit en 1928, a été traduit en 1928 en chinois. J'aimerais bien lire la traduction, enfin être capable de lire la traduction pour voir comment c'est déjà. Mais c'est assez étonnant parce que il a été traduit en français beaucoup après, et en italien, enfin beaucoup après aussi. Donc c'est la deuxième traduction après l'anglais du Tractatus en Chine. Donc c'est quand même assez étonnant. Je ne sais pas comment il a été traduit, hein. Je n'ai pas vu le texte. Mais c'est pas top-down. C'est pas, Fang, il dit pas, ah bah, Wittgenstein, il a dit ça, bah, il a raison. C'est pas ça. Parce que ce qu'a dit Wittgenstein, Fang s'en sert d'une certaine manière, et ce qu'a dit Schaeffer, Fang et Yin s'en servent pour revoir complètement l'image qu'il avait de la tradition chinoise. Et ça, bah bien sûr, Wittgenstein ne pouvait pas le faire. Il ne connaît pas la tradition chinoise, mais c'est un travail, ça, c'est un travail philosophique important. C'est-à-dire que dans ce que je n'ai pas pu vraiment mais il aurait fallu rentrer dans le détail, toutes les classifications qu'il avait dans l'histoire de la philosophie chinoise en 1931-1934, elles sont complètement revues. C'est-à-dire les passages qui étaient très importants, les parties qui étaient très importantes, il y en a qui sont complètement rabaissées. Le bouddhisme zen, qui avait absolument aucune importance en 1931-1934, il est rehaussé. Tout ça, c'est un travail, et c'est assez intelligent ce qu'il fait. C'est-à-dire ce qu'il montre dans le bouddhisme zen, ce n'est pas du tout le contenu, c'est-à-dire l'illumination. Ce qui l'intéresse,
c'est la façon dont ils transmettent l'enseignement, c'est l'aspect pédagogique, avec les différentes classifications des différents types d'enseignement. Et ça, il dit, bah, vous voyez, là, vous trouvez quelque chose que Wittgenstein, il a pointé, mais en fait, il n'avait pas les moyens de développer, à savoir une théorie de la monstration. On peut montrer, bah oui, mais montrer, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire montrer? Montre-le, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il essaye de dire que dans la tradition chinoise, il y a vraiment un travail qui a été fait. Mais cette attention à cette facette de la tradition chinoise, elle provient aussi de Wittgenstein. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour. Il lit Wittgenstein parce qu'il est sensibilisé à cette question de la connaissance qui n'est pas une connaissance, etc. Et inversement, si vous voulez, c'est ce que j'ai essayé de dire avec la référence à Saïd. C'est-à-dire qu'il y a l'Occident, c'est une image qui est créée par la tradition, qui est la tradition d'origine, qui est Pourquoi ils s'intéressent à Wittgenstein, pourquoi ils s'intéressent à Schaeffer? Parce que pour eux, ça résonne vraiment très, très fortement, ce truc de la monstration. Mais en même temps, c'est important, Wittgenstein, qu'il soit là, parce qu'avant, la référence à la tradition occidentale, c'était le platonisme de Russell et des néoréalismes, alors que là, c'est complètement différent. Donc, le choix de Wittgenstein lui fait reconsidérer complètement sa propre tradition. Donc, il y a bien un travail dans les deux sens. Alors, peut-être que c'est un malentendu. Moi, je pense qu'il n'a pas bien compris Wittgenstein, certainement, mais ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que c'est productif. Tu vois, c'est ce truc-là qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de le montrer, c'est de faire de l'histoire. Parce que je pense que ce n'est pas indifférent à la question de l'universel, même si je n'ai pas les moyens et je ne sais pas pourquoi je pense que ce n'est pas indifférent. Donc voilà.